Je m'appelle Clémence Roche. J'ai 32 ans et je viens de réaliser que je n'ai jamais vraiment été une fille aux yeux de ma propre famille. Le jour où j'ai reçu l'appel de ma mère, à peine 3 semaines avant mon mariage, m'annonçant que mes parents ne pourraient pas être présents parce que la date tombait le week-end de l'anniversaire de ma sœur, j'étais dans une cabine d'essayage à Lyon, un voile de dentelle blanche entre les mains. 32 ans à porter le rôle de la sœur aînée exemplaire. 8 ans à envoyer 2500 € chaque mois pour soutenir la maison familiale et un simple coup de téléphone de 47 secondes pour briser toutes les illusions que j'avais entretenues. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement posé mon téléphone et j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. Avant que je ne vous raconte la suite, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si vous voulez vraiment entendre la fin de cette histoire. D'où regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? Laissez un commentaire pour me le dire. Pour comprendre pourquoi un appel de 47 secondes a tout changé, je dois vous ramener aux années où on m'appelait le distributeur automatique de la famille. J'ai grandi dans la banlieue d'Écully, près de Lyon, dans une maison de 4 pièces avec un jardin dont ma mère adorait se vanter auprès des voisins. Mathilde a eu la chambre avec la grande fenêtre donnant sur le jardin fleuri. Moi, j'ai eu la petite chambre mansardée à côté du garage, où j'entendais le chauffe-eau gronder chaque nuit. D'aussi loin que je me souvienne, ma mère avait une façon bien à elle de nous présenter. Voici Mathilde, ma fille, disait-elle, la main posée fièrement sur l'épaule de ma sœur. Puis, presque comme une pensée après coup, et voici Clémence, la sœur aînée de Mathilde. Pas sa fille, juste la sœur de Mathilde. Comme si mon existence entière se définissait par mon lien avec l'enfant prodige. À 14 ans, je travaillais déjà le week-end dans une boulangerie locale pour payer mes propres fournitures scolaires. Mathilde, elle, n'a jamais eu à lever le petit doigt. Maman lui achetait des vêtements neufs à chaque saison, le dernier iPhone, tout ce qu'elle voulait. Je portais les vêtements d'occasion de mes cousines et j'ai appris à faire durer chaque euro jusqu'à ce qu'il crie. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai économisé pendant 6 mois pour m'acheter une vieille Peugeot 206 d'occasion. Une voiture de 2005 avec le pare-choc cabossé et une climatisation qui ne fonctionnait que quand elle en avait envie. J'étais si fière de cette voiture. Elle représentait chaque matinée passée à pétrir des pâtes à l'aube. Chaque anniversaire que j'ai passé à glacer des éclairs pour des inconnus au lieu de faire la fête avec mes amis. 2 ans plus tard, quand Mathilde a eu son bac, papa et maman lui ont fait la surprise de lui offrir une Audi A1 toute neuve. Siège en cuir rouge, la totale. Elle le mérite, a dit maman quand elle m'a surprise en train de regarder la voiture. Elle a travaillé si dur au lycée. Mathilde avait eu son bac de justesse, sans mention. Moi, j'avais obtenu la mention très bien tout en travaillant 20 heures par semaine. Je ne détestais pas Mathilde. Je détestais simplement le fait que dans ma famille, l'amour semblait avoir un prix, et que c'était toujours moi qui réglais la facture. Le véritable engrenage a commencé quand j'avais 24 ans. Je venais d'obtenir mon diplôme en gestion hôtelière à l'Institut Paul Bocuse. Rien d'extravagant, mais je l'avais mérité en travaillant à plein temps comme commis de cuisine. J'avais décroché un poste de second dans un grand hôtel de Lyon. Pour la première fois de ma vie, j'avais un salaire stable et un aperçu de ce que l'indépendance pourrait être. Puis maman a appelé. Clémence, c'est une urgence. Sa voix était tendue, comme chaque fois qu'elle voulait quelque chose. Ton père a perdu son emploi. On ne peut pas payer le prêt de la maison ce mois-ci. On a besoin de 3 000 €. 3 000 €. Je ne les avais pas, mais j'avais une réserve de crédit de 5 000 € que je gardais précieusement pour les coups durs. C'était une urgence, n'est-ce pas? Mes parents risquaient de perdre leur maison. J'ai utilisé mon crédit et j'ai viré l'argent le jour même. Merci, ma chérie, a dit maman quand elle a confirmé le transfert. On savait qu'on pouvait compter sur toi. Pendant les 3 mois suivants, j'ai mangé des pâtes à l'eau matin, midi et soir. J'ai pris des gardes supplémentaires jusqu'à ce que mes pieds me brûlent et que mes mains se gercent à force de faire la plonge. J'ai remboursé ce crédit centime par centime. Pendant ce temps, mes parents postaient des photos sur Facebook de leur dîner dans des brasseries chics. Mathilde téléchargeait des selfies d'une journée au spa avec maman.
Complicité mère-fille, disait la légende. Je me suis dit que c'était exceptionnel. Qu'il traversait une mauvaise passe. La famille s'entraide, c'est comme ça. Mais c'était un test, n'est-ce pas? Et je l'avais trop bien réussi. Alors, ils n'ont jamais cessé de m'en demander. Ce que je ne savais pas alors, c'est que cette première urgence n'était que l'acte d'ouverture d'une performance de 8 ans, et que j'étais la seule à payer mon billet. 4 ans plus tard, j'ai rencontré Marc-André Le Gall lors d'une soirée entre professionnels de la restauration. J'avais 28 ans à l'époque et je travaillais comme chef de partie dans un restaurant gastronomique du centre-ville. J'avais gravi les échelons à la force du poignet, apprenant à préparer des sauces capables de faire pleurer un critique culinaire, et pourtant, j'envoyais toujours de l'argent à la maison chaque mois. Le montant s'était stabilisé à 2 500 €, comme une horloge, comme une facture qu'on ne peut pas résilier. Marc-André était ingénieur informaticien, calme, réfléchi, le genre d'homme qui écoute vraiment quand on lui parle. Il n'était pas frimeur. Il conduisait une vieille Volkswagen Golf et portait la même veste bleu marine à chaque événement. Mais quand il me regardait, il me voyait, moi. Pas ce que je pouvais lui apporter, juste moi. Après 3 mois de relation, il a remarqué quelque chose. « Clémence, pourquoi transfères-tu autant d'argent à tes parents chaque mois ?» Il m'aidait à organiser mon budget sur un tableur Excel. Son langage amoureux, apparemment, c'était les formules de calcul. C'est plus que ce que la plupart des gens paient pour un loyer à Paris. Je me suis figée. Personne ne m'avait jamais posé la question. Parce que si je ne le fais pas, je suis une mauvaise fille, ai-je dit. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Marc-André a posé sa tasse de café. Il m'a regardé avec ses yeux bruns sincères. Ce n'est pas un jugement, juste une inquiétude, a-t-il dit doucement. Et si on faisait le calcul ? Chaque euro que tu leur as envoyé depuis que tu as commencé à travailler, juste pour que tu saches où tu en es. Ce soir-là, nous avons construit un tableau ensemble. Date, montant, raison notée dans la colonne d'à côté, réparation voiture en urgence, manuel scolaire de Mathilde, frais médicaux, aide pour l'hypothèque encore une fois. Les chiffres ont grimpé plus haut que je ne l'imaginais. Bien plus haut. Tu n'es pas une mauvaise fille, Clémence, a dit Marc-André en posant sa main sur la mienne. L'amour n'est pas censé être un prêt qu'on ne finit jamais de rembourser. Ce tableur allait devenir le document le plus important de ma vie. Je rêvais d'ouvrir ma propre pâtisserie depuis mes 16 ans. Tout avait commencé avec ma grand-mère, Mamie Rose, la mère de ma mère, même si on ne l'aurait jamais deviné au vu de la différence de traitement entre maman et moi. Mamie Rose vivait dans une petite maison en Haute-Savoie dont la cuisine sentait toujours la cannelle et le beurre frais. Elle m'avait appris à faire ses célèbres brioches à la cannelle à partir de rien, pétrissant la pâte jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. « Tu as un don, Clémence, disait-elle, de la farine saupoudrant ses cheveux argentés. Ses mains sont faites pour créer quelque chose de doux dans un monde qui est souvent amer. Elle est morte quand j'avais 19 ans. Elle ne m'a rien laissé d'autre que ses recettes et un médaillon que je porte encore tous les jours. Mais le rêve est resté. À 29 ans, j'avais commencé à prendre des commandes de gâteaux personnalisés le week-end. Des pièces montées de mariage, des gâteaux d'anniversaire élaborés qui demandaient des heures de décoration. J'économisais chaque euro possible, rêvant d'une petite boutique avec mon nom sur la vitrine. Quand j'ai enfin parlé de mes projets à ma mère, elle a ri. Une pâtisserie ? Clémence ? Sois réaliste. Sais-tu combien de petites entreprises font faillite la première année ? Elle a secoué la tête comme si j'avais suggéré d'ouvrir un casino sur la Lune. Tu as un emploi stable. Pourquoi gâcherais-tu cela ? Mathilde a ajouté depuis le canapé, sans même lever les yeux de son téléphone. Tu vas vraiment vendre des cupcakes pour gagner ta vie ? C'est tellement désuet. Papa n'a rien dit. Il ne disait jamais rien. Ce Noël-là, ils ont offert à Mathilde un ensemble de clubs de golf haut de gamme pour réseauter, a expliqué maman, alors que j'ai reçu une carte cadeau pour un grand magasin. Le message était clair. Mes rêves ne valaient pas la peine d'être investis. Je n'avais de valeur que pour ce que je pouvais leur donner. Mais j'ai continué à épargner malgré tout.
Certains rêves sont trop précieux pour laisser les autres les briser. La première fois que j'ai rencontré Robert et Hélène Le Gall, les parents de Marc-André, je ne savais pas que des familles pouvaient être comme ça. Marc-André m'a emmené chez eux un dimanche après-midi, dans une maison de charme à Annecy avec des rosiers bordant l'allée. Rien de clinquant, mais une maison chaleureuse, pleine de vie. Hélène a ouvert la porte avant même que nous ayons frappé. « Tu dois être Clémence. » Elle m'a serré dans ses bras comme si nous nous connaissions depuis des années. « Marc-André nous a tellement parlé de toi. »« Entre, entre. » Je viens de sortir le rôti de bœuf du four. La table était dressée avec de vraies serviettes en tissu. Robert s'est levé pour me serrer la main, sa prise était ferme mais douce. « Alors, Clémence, a-t-il dit en me passant la corbeille de pain. Marc-André me dit que tu es une chef talentueuse. Quelle est ta spécialité? Personne ne m'avait jamais posé cette question. Mes propres parents ne m'avaient jamais interrogé sur mon travail, mes passions, ce qui me faisait vibrer. La pâtisserie, ai-je réussi à répondre. Je veux ouvrir ma propre boutique un jour. Le visage d'Hélène s'est illuminé. Oh, c'est merveilleux. Robert, n'est-ce pas merveilleux? Ça l'est, a acquiescé Robert. Tu sais, je travaille dans l'immobilier commercial. Quand tu seras prête à chercher un local, fais-le-moi savoir. Je pourrais peut-être t'aider pour les négociations du bail. Je l'ai regardé, incrédule. Cet homme que je venais de rencontrer m'offrait de m'aider à réaliser un rêve dont mes propres parents s'étaient moqués. Sur le chemin du retour, j'ai pleuré. Qu'est-ce qui ne va pas? A demandé Marc-André, alarmé. Rien ne va mal, ai-je chuchoté. C'est juste que... Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça. Comme quoi? Se sentir voulu sans avoir à payer pour ça. Ce soir-là, j'ai compris pour la première fois ce qui m'avait manqué et ce que je refusais que mes futurs enfants ne connaissent jamais. Puis Mathilde s'est fiancée et tout a dégénéré. Elle avait rencontré Baptiste dans un bar branché de Lyon, un courtier en bourse avec les cheveux gominés et une Rolex qu'il mentionnait dans chaque conversation. En 6 mois, ils étaient fiancés. Le mois d'après, ma mère était au téléphone pour exiger ma contribution au fonds de mariage. 15 000 €, Clémence. C'est ta part. J'ai failli lâcher le téléphone. Ma part, maman? J'essaie d'économiser pour mon propre avenir. Ton avenir? Elle a ri, ce son aigu que je ne connaissais que trop bien. Mathilde se marie maintenant. C'est son jour spécial. Tu pourras économiser l'année prochaine. J'économise depuis des années. J'essaie d'ouvrir ma pâtisserie. Oui, je sais. Tu peux ouvrir une pâtisserie n'importe quand. Ta sœur ne se marie qu'une fois. Je voulais dire non. Chaque fibre de mon être me criait de dire non, mais maman a commencé à pleurer. Pas les larmes douces d'une émotion sincère, mais ces sanglots bruyants qu'elle utilisait comme des armes. Comment peux-tu être aussi égoïste? Veux-tu que je meure de honte devant la famille de Baptiste? Ils sont riches, Clémence. Nous devons faire bonne impression. Finalement, j'ai envoyé 10 000 €. Cela a anéanti tout mon fonds pour la pâtisserie. Le mariage de Mathilde a eu lieu dans un manoir du Beaujolais. Robe de créateur, sculpture de glace, orchestre de jazz. J'étais dans le cortège, portant une robe de demoiselle d'honneur rose que maman avait choisie spécifiquement parce qu'elle n'attirerait pas l'attention loin de la mariée. Personne ne m'a remercié pour ma contribution, pas une seule fois. À la réception, j'ai surpris ma mère disant aux parents de Baptiste, « Nous sommes si fiers de nos 2 filles, mais Mathilde a toujours été la plus spéciale. » J'ai souri et j'ai continué à verser du champagne. 2 ans plus tard, quand ce fut mon tour de remonter l'allée, j'allais apprendre exactement à quel point j'étais spéciale pour eux. Marc-André m'a demandé en mariage par une soirée pluvieuse d'avril, dans le jardin où ma grand-mère cultivait ses herbes aromatiques en Savoie. La maison avait été vendue il y a des années, mais les nouveaux propriétaires avaient gardé le jardin. Le romarin, la lavande et le thym poussaient encore dans les parterres que Mamie Rose avait soignés. Marc-André avait réussi à obtenir leur permission pour m'y emmener et s'agenouiller dans la terre humide avec une boîte à bagues à la main. La bague n'était pas un diamant.
C'était un saphir, la pierre du médaillon de ma grand-mère, que Marc-André avait secrètement apporté chez un bijoutier des mois plus tôt. Il l'avait fait remonter pour en faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui portait mon histoire vers notre avenir. J'ai dit oui avant même qu'il ait fini de demander. Ce soir-là, flottant sur un nuage de bonheur, j'ai appelé ma mère pour partager la nouvelle. Fiancé? La voix de maman était plate. À l'informaticien? Que fait sa famille? Il est ingénieur, maman, et ses parents sont des gens merveilleux. Mais sont-ils établis? Quel genre de mariage peuvent-ils s'offrir? J'ai senti ma joie se dégonfler. Je n'ai pas appelé pour discuter de finances. J'ai appelé pour te dire que je vais me marier. Un long silence, puis, eh bien, au moins il a un travail stable. Je suppose que c'est déjà ça. Pas de félicitations. Pas de larmes de bonheur. Pas de « je suis si heureuse pour toi, ma chérie ». Plus tard dans la soirée, Mathilde a envoyé un SMS. Tu te maries avant notre 2e anniversaire de mariage? Un peu déplacé, honnêtement. Marc-André m'a trouvé dans la cuisine en train de fixer mon téléphone. Ils ne l'ont pas bien pris, n'est-ce pas? A-t-il demandé doucement. Ils ne l'ont pas pris du tout. Ils l'ont juste inventorié comme si j'annonçais une fusion d'entreprises au lieu du plus beau jour de ma vie. Il m'a serré contre lui. Alors nous fêterons cela avec des gens qui s'en soucient vraiment. Mes parents préparent déjà un dîner. J'aurais dû savoir à ce moment-là. Tous les signes étaient là, écrits en néon, mais l'espoir est une chose tenace. Et je croyais encore que lorsque mon jour de mariage arriverait, mes parents seraient présents. 6 mois avant le mariage, j'ai signé le bail d'un petit local dans le quartier de la Guillotière à Lyon, l'Aube sucrée. Le nom m'était venu en rêve, ma grand-mère debout dans la lumière du matin, sortant des brioches du four, la cuisine brillant d'un éclat doré. Robert Le Gall avait trouvé le local lors de ses recherches. Le loyer est raisonnable, avait-il dit en faisant glisser les papiers sur sa table de salle à manger. Et le locataire précédent a laissé les fours. Tu n'as qu'à apporter ton propre matériel. Hélène m'avait apporté un présentoir à gâteau vintage trouvé dans une brocante. Pour la chance, disait-elle en me le remettant. J'envoyais toujours 2500 € à mes parents chaque mois, même alors que je raclais mes fonds pour payer les dépôts et le premier mois de loyer. J'étais tellement à bout que j'avais l'impression de m'effilocher. Mais je refusais d'arrêter. Pas encore. La famille, c'était la famille, même quand elle ne se comportait pas comme telle. Quand j'ai montré à ma mère des photos du local de la pâtisserie, elle a plissé les yeux sur son écran de téléphone. C'est petit, a-t-elle dit. Es-tu sûre d'avoir assez de clients? Je dois commencer quelque part, maman. Je m'inquiète juste de te voir gaspiller ton argent. Mathilde parle d'ouvrir un salon de manucure. Peut-être pourrais-tu l'aider à démarrer à la place. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Une semaine plus tard, j'étais chez Robert et Hélène pour organiser mes documents fiscaux quand Robert s'est arrêté sur une pile de relevés bancaires que j'avais apportés. 8 ans de transfert, 2500 € mois après mois, plus les urgences plus importantes. Le total était stupéfiant. Robert n'a pas dit un mot. Il m'a juste regardé avec des yeux pleins de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. De la tristesse peut-être, ou de la reconnaissance. Tu as fait plus que ton devoir, Clémence, a-t-il dit doucement. Je veux que tu le saches. Je n'ai réalisé que plus tard que Robert avait tout vu, et que son témoignage compterait plus que je ne pouvais l'imaginer. 2 mois avant le mariage, j'ai envoyé les cartons d'invitation. Je les avais conçus moi-même. Un papier crème simple avec de la lavande séchée du jardin d'Hélène. 15 juin, disait l'invitation. Veuillez vous joindre à nous pour le mariage de Clémence Marie Roche et Marc-André James Le Gall. J'ai remis l'invitation de mes parents en main propre, espérant que me voir en personne déclencherait quelque chose. Une étincelle d'excitation, une reconnaissance que leur fille allait se marier. Maman a jeté un coup d'œil à la carte et a froncé les sourcils. Le 15 juin? Laisse-moi vérifier le calendrier. Elle a sorti son téléphone, a fait défiler les dates et a soupiré. C'est proche de l'anniversaire de Mathilde. Tu sais, elle fête ses 28 ans le 17.
Je sais quand est l'anniversaire de Mathilde, maman. Le mariage est le 15. Tout de même, a-t-elle dit en posant l'invitation sur le comptoir à côté des courses. On pourrait avoir des projets. Mathilde est entrée dans la cuisine, a pris un yaourt dans le frigo et a repéré la carte. Oh, ton truc de mariage. Baptiste veut aller à Ibiza ce week-end-là. J'essaierai d'être là, mais je ne promets rien. Papa était assis dans le salon pendant tout ce temps, regardant un tournoi de golf. Il ne s'est même pas retourné. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Marc-André. Ils ne se sont pas engagés, ai-je dit, la voix creuse. Ils ont dit qu'ils pourraient avoir des projets. Pour mon mariage. Un long silence, puis Marc-André a dit gentiment, Clémence, il est peut-être temps d'accepter que ta famille n'est pas capable d'être ce dont tu as besoin. Ils viendront, ai-je insisté. Quand le jour viendra, ils seront là. Je le sais. Et s'ils ne le sont pas? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas l'imaginer. Mes propres parents choisissant de ne pas assister au jour le plus important de ma vie. Cela semblait trop cruel, trop impossible. 6 semaines plus tard, j'ai appris que la cruauté était exactement ce dont ils étaient capables. L'appel est arrivé un mardi après-midi, fin mai. J'étais dans une boutique de mariés du centre de Lyon, entourée de miroirs qui me montraient sous tous les angles. La robe était en soie ivoire avec des perles délicates au décolleté. Simple mais élégante. Le genre de robe dont je rêvais depuis que j'étais petite. Mon téléphone a vibré. Maman. Allô maman? Je suis justement en train de faire mon dernier essayage. Clémence, je dois te dire quelque chose. Sa voix était factuelle, comme si elle lisait une liste de courses. Ton père et moi ne pourrons pas venir au mariage. La cabine d'essayage est devenue silencieuse. La couturière qui ajustait mon ourlet a levé les yeux, inquiète. Comment ça, vous ne pourrez pas venir? Le 15 juin, c'est le week-end de l'anniversaire de Mathilde. Baptiste organise une fête en avance le 15 parce que ça arrange tout le monde pour leurs emplois du temps. On ne peut pas rater l'anniversaire de notre fille. Maman, son anniversaire est le 17 et je me marie le 15. Ma chérie, ta sœur n'a qu'un anniversaire par an. Tu aurais pu choisir une autre date. J'ai fixé mon reflet. Une femme en robe de mariée, le téléphone pressé contre l'oreille, son monde s'effondrant au ralenti. Tu choisis la fête d'anniversaire de Mathilde plutôt que mon mariage. Ne sois pas dramatique. Tu sais à quel point ces étapes sont importantes pour elle. Les collègues de Baptiste seront là. C'est du réseautage. Je suis ta fille aussi, maman. Bien sûr que tu le es. Mais Mathilde a plus besoin de nous en ce moment. Tu as toujours été si indépendante, Clémence. Tu t'en sortiras. 47 secondes. C'est le temps qu'a duré l'appel. J'ai vérifié après. 47 secondes pour démanteler 32 ans d'espoir désespéré. Je comprends, ai-je dit doucement. Au revoir, maman. J'ai raccroché. La couturière m'a demandé si j'allais bien. J'ai regardé mon reflet une dernière fois. Une mariée sans famille pour témoigner de ses vœux. Et quelque chose en moi a basculé définitivement. Je n'ai pas pleuré dans la boutique. J'ai terminé mon essayage, payé le solde et je suis sortie au soleil comme si de rien n'était. Marc-André m'attendait à la maison quand je suis arrivée. Alors, cet essayage, a-t-il demandé, puis il a vu mon visage. Clémence, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout dit. Chaque mot que ma mère avait prononcé. Chaque syllabe soigneusement choisie qui avait arraché un morceau de mon cœur. Marc-André n'a pas explosé de colère. Il a simplement traversé la pièce et m'a serré fort. Qu'est-ce que tu veux faire, a-t-il demandé. Je ne sais pas. Je me suis reculée, je l'ai regardé. En fait, ce n'est pas vrai. Je le sais. Ce soir-là, après le dîner, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon téléphone. L'application bancaire brillait dans l'obscurité. Je suis allée dans les virements récurrents. 2500 €, programmés le premier de chaque mois. Destinataires, Gérard et Daniel Roche. 8 ans.
247 500 €. Je connaissais le chiffre exact parce que Marc-André et moi l'avions calculé des mois plus tôt. Plus qu'assez pour un apport pour une maison, plus qu'assez pour construire une vie. Et en retour, même pas leur présence à mon mariage. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Annuler ». Tu n'es pas obligé de décider ce soir, a dit Marc-André doucement depuis le pas de la porte. Si, je le dois. Je l'ai regardé. Si j'attends demain matin, je vais me persuader de ne pas le faire. Je vais me dire que peut-être ils changeront d'avis, que peut-être je réagis de manière excessive. Mais je ne surréagis pas, n'est-ce pas? Non, a-t-il dit. Absolument pas. J'ai appuyé sur annuler, puis confirmer. L'écran s'est rafraîchi. Le virement récurrent avait disparu, remplacé par un espace vide. Je n'ai pas envoyé de SMS pour expliquer ma décision. Je n'ai pas appelé pour argumenter ou me justifier. J'ai simplement arrêté de donner et j'ai attendu de voir si quelqu'un me remarquerait pour autre chose que mon argent. Ils allaient remarquer, mais pas comme je l'espérais. Le 15 juin, j'ai épousé l'homme de ma vie dans le jardin de Robert et Hélène Le Gall. 87 invités étaient réunis sous un ciel de guirlandes lumineuses et de roses blanches. Le temps était parfait. Ciel clair, brise légère, le genre de journée faite pour les nouveaux départs. Les collègues de Marc-André côtoyaient mes amis du restaurant. Des amis du lycée se mélangeaient aux clients réguliers de l'Aube sucrée, qui était ouverte depuis 3 mois. De mon côté de la famille, une seule personne, ma tante Suzanne, la sœur cadette de ma mère, le mouton noir qui avait été écarté pour avoir refusé de prêter de l'argent à mes parents des années auparavant. Elle avait conduit 4 heures pour être là. Je n'aurais raté ça pour rien au monde, a-t-elle dit en me serrant fort. Mamie Rose aurait été si fière de toi. Hélène m'a aidé à passer ma robe. Elle n'a pas essayé de remplacer ma mère. Elle a simplement comblé le vide avec grâce et chaleur, ajustant mon voile, essuyant les larmes qui menaçaient de tomber. Tu ne perds rien aujourd'hui, a-t-elle chuchoté. Tu gagnes tout ce que tu mérites. Robert m'a conduite à l'hôtel. Il me l'avait proposé la veille, discrètement et sans pression. Seulement si tu le souhaites, avait-il dit. Aucune obligation. Mais quand j'ai pris son bras et que j'ai senti la solidité de sa présence, j'ai su que j'avais fait le bon choix. J'avais fait mon propre gâteau de mariage, citron et lavande, la recette de Mamie Rose. Ce n'était pas traditionnel, mais rien dans ce mariage ne l'était. Il était construit à partir de rien par des gens qui voulaient vraiment être là. Ce soir-là, Marc-André et moi avons dansé sous les étoiles. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. L'absence de mes parents me faisait mal, mais la présence de ma famille de cœur remplissait des espaces que je ne savais même pas vides. Si vous avez déjà été la seule personne absente de la photo de famille, vous savez ce que je veux dire. Parfois, les gens qui sont présents sont plus famille que ceux du même sang. Si cela résonne en vous, laissez un commentaire en disant « Je comprends ». Et si vous vous demandez ce qui s'est passé quand mes parents ont enfin réalisé que l'argent ne tombait plus, abonnez-vous et restez là, parce que la tempête ne faisait que commencer à gronder. 2 semaines après mon voyage de noces, ma mère a appelé. J'étais à la pâtisserie en train de glacer un gâteau à 3 étages pour un anniversaire quand son nom a illuminé mon écran. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité, ou peut-être le masochisme, a pris le dessus. Clémence, il doit y avoir une erreur avec ta banque. Sa voix était sèche, agacée. Le virement n'est pas passé ce mois-ci. Il n'y a pas d'erreur, maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai arrêté les transferts. Je n'envoie plus d'argent. Silence. Je pouvais l'imaginer debout dans sa cuisine, le téléphone pressé contre l'oreille, son cerveau luttant pour traiter l'impossible. Tu as arrêté? Tu ne peux pas juste arrêter. Nous dépendons de cet argent. Ton père et moi avons des factures. Je sais que vous avez des factures. Je les paie depuis 8 ans. Exactement. Donc, tu comprends à quel point c'est important. Je comprends que vous avez choisi la fête d'anniversaire de Mathilde plutôt que mon mariage. Je comprends qu'après 247 500 €, je n'ai même pas pu obtenir que vous veniez un après-midi. Plus de silence,
Puis, d'un ton calme et menaçant, alors c'est une vengeance. Tu nous punis. Non, maman. C'est moi qui m'occupe enfin de ma propre famille. Marc-André et moi construisons une vie ensemble. Je dirige une entreprise. Je ne peux pas continuer à subventionner une famille qui me traite comme un distributeur de billets avec un cœur qui bat. Comment oses-tu? Je ne demande pas la permission. Je t'informe d'un changement. Au revoir, maman. J'ai raccroché et je suis retournée à mon glaçage. Mes mains tremblaient, mais mon cœur était ferme. Elle avait dit que je le regretterais. 6 mois plus tard, c'est elle qui allait découvrir ce qu'était le regret. La campagne de culpabilisation a commencé en moins de 48 heures. D'abord l'appel de mon père. La première fois qu'il composait mon numéro de son plein gré depuis des années. Clémence. Ma chérie, ta mère pleure depuis 2 jours. Elle ne mange plus, ne dort plus. Tu lui brises le cœur. Elle a brisé le mien en premier, papa. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes tes parents. Nous avons sacrifié tant de choses pour vous élever. C'est toi qui as sacrifié quelque chose, papa, ou c'est moi? Il n'a pas eu de réponse à cela. Puis sont venus les SMS de Mathilde, furieux et incessants. Maman m'a dit ce que tu as fait. Comment peux-tu être aussi cruel? Ils t'ont élevé et c'est comme ça que tu les remercies. Tu es d'un égoïsme incroyable. Certains d'entre nous ne gagnent pas autant d'argent que toi. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. La seule voix de raison est venue de tante Suzanne, qui m'a appelé un soir alors que je fermais la pâtisserie. Ta mère m'a téléphoné pour demander de l'argent, a-t-elle dit d'un ton sec. C'est la première fois qu'elle me parle en 5 ans. Je lui ai dit la même chose qu'à l'époque, ce n'est pas mon problème. Est-ce qu'elle a dit quelque chose sur moi? Oh, beaucoup de choses. Selon elle, tu es devenue sans cœur et ingrate. Elle a aussi mentionné que tu as abandonné la famille dans le besoin. Suzanne a marqué une pause. Clémence, sais-tu ce que ta mère a fait à ta grand-mère? La même chose. Elle l'a vidée de ses économies jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis elle lui a reproché de n'avoir plus rien à donner. Le schéma était là, sous mes yeux, depuis toujours. Ce soir-là, allongé à côté de Marc-André, je fixais le plafond. Est-ce que je suis cruelle, ai-je chuchoté. Non, a-t-il dit. Tu es juste libre. Mais la liberté, je l'apprenais, avait son propre poids. Le doute arrivait par vagues. Généralement vers 3 heures du matin. Je me réveillais dans le noir, le cœur battant, avec les mêmes questions en boucle. Suis-je une mauvaise fille? Suis-je aussi égoïste qu'ils le disent? Est-ce que je vais regretter cela toute ma vie? Un soir, je me suis glissée hors du lit et je me suis assise sur le sol de la cuisine, les genoux contre la poitrine. Mon doigt flottait sur le contact de ma mère. Un appel, une excuse, et tout redeviendrait normal. Mais qu'était ce que le normal? Le normal, c'était donner jusqu'à ne plus rien avoir. Le normal, c'était être invisible sauf quand ils avaient besoin de quelque chose. Le normal, c'était une porte à sens unique qui ne s'ouvrait que quand l'argent coulait. Marc-André m'a trouvé là à l'aube. Viens te recoucher, a-t-il dit gentiment en s'asseyant à côté de moi sur le carrelage froid. Je n'arrête pas de me dire que je devrais juste arranger les choses. Renvoyer l'argent. Les rendre heureux. Est-ce que ça te rendrait heureuse, toi? La question est restée suspendue dans l'air. Je n'ai pas eu besoin de répondre. 8 mois ont passé et la vie a commencé à s'épanouir. L'aube sucrée avait trouvé son rythme. Une blogueuse culinaire lyonnaise nous avait découvert en mars et avait écrit une critique élogieuse. Un joyau caché dans la guillotière. Les commandes ont doublé, puis triplé. J'ai embauché 2 employés à temps partiel, Mia, une jeune diplômée d'une école hôtelière, et Damien, un père célibataire qui cherchait des horaires flexibles. La pâtisserie devenait ce que j'avais toujours rêvé, un endroit où les gens venaient non seulement pour les brioches à la cannelle et les sablés à la lavande, mais aussi pour la chaleur humaine. Et puis, en avril, j'ai vu les 2 lignes roses sur le test. Enceinte. Marc-André et moi sommes restés dans notre petite salle de bain,
fixant le test comme s'il pouvait changer d'avis. Puis il m'a soulevée et m'a fait tourner, nous rions et pleurions en même temps. Hélène a pleuré quand nous lui avons annoncé la nouvelle. Robert a fait des blagues terribles sur le fait d'apprendre au bébé à négocier des baux immobiliers. Pour la première fois de ma vie, je comprenais ce que signifiait être célébré pour ce que j'étais, pas pour ce que je donnais. Mes parents, eux, restaient silencieux. Après des mois de SMS ignorés, ils avaient cessé d'essayer de me joindre. Je supposais qu'ils avaient trouvé une autre solution à leur problème d'argent. J'avais tort. Clémence, a dit tante Suzanne lors d'un de nos appels réguliers. Tu devrais savoir quelque chose. Ta mère demande des prêts à toute la famille. Apparemment, Mathilde a fait de mauvais investissements. Très mauvais. L'histoire est sortie par morceaux. Selon tante Suzanne, Mathilde avait convaincu mes parents d'investir leurs économies dans une opportunité garantie que Baptiste avait découverte, une sorte de mélange de crypto-monnaie et de vente pyramidale. 80 000 € disparus en 3 mois. Baptiste et Mathilde étaient en train de divorcer. Je me suis assise sur le banc devant ma pâtisserie. Et mes parents? Ils utilisaient l'argent que tu leur envoyais comme filet de sécurité depuis des années. Sans cela, ils n'ont pas de quoi couvrir l'hypothèque. Ils ont 3 mois de retard. La banque a envoyé une mise en demeure. Je n'ai ressenti aucune joie maligne. Juste de la fatigue. Un SMS a vibré. Mathilde, pour la première fois depuis des mois, et Serette, on peut parler? Je sais qu'on n'a pas été proches, mais la famille c'est la famille, non? On devrait se voir pour un café. J'ai fixé le message. Après 8 mois de silence, après avoir boycotté mon mariage, après des années à me traiter comme une servante. La famille c'est la famille. J'ai tapé une réponse, je suis occupée avec la pâtisserie. De quoi as-tu besoin? La réponse a été instantanée, rien de spécifique. Juste reconnecter. Au fait, maman a mentionné que tes affaires marchent super bien. C'est génial. On devrait fêter ça. Peut-être que tu pourrais nous aider à y voir plus clair dans certains trucs financiers aussi. Et voilà. La demande déguisée en gentillesse. Je n'ai pas répondu, mais j'ai commencé à me préparer. Ce week-end-là, j'ai étalé 8 ans de vie sur ma table de cuisine. Relevé bancaire classé par année. Le tableur que Marc-André et moi avions construit, maintenant complet. Chaque virement, chaque urgence, chaque euro. 247 500 €. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Marc-André en posant 2 cafés sur la table. Je m'assure de savoir exactement ce qui s'est passé. S'ils viennent demander de l'argent, je veux les faits devant moi, pas les émotions. Tu penses qu'ils vont vraiment venir? Je le sais. Ils ont épuisé tout le monde. Je suis la dernière option. Sur le coin de la table se trouvait un autre papier, l'échographie de ma 12e semaine. Notre bébé, de la taille d'un citron vert. C'est ça que je protège maintenant, ai-je dit doucement. Ce bébé n'aura jamais à acheter l'amour de sa grand-mère. Le premier anniversaire de l'aube sucrée tombait un samedi d'octobre. J'avais prévu une grande fête. La boutique était décorée de feuilles d'automne et de lumière dorée. À midi, la pâtisserie bourdonnait. Robert et Hélène étaient là avec des fleurs et du champagne. J'étais derrière le comptoir quand la cloche de la porte a sonné. Ma mère est entrée la première, portant une robe neuve que je n'avais jamais vue. Derrière elle, mon père, les mains dans les poches, les yeux fuyants. Et derrière eux, Mathilde, plus mince, le maquillage cachant mal ses cernes. Personne ne souriait. Le bavardage dans la pâtisserie s'est calmé. Maman m'a repéré. Elle a redressé les épaules et a marché directement vers moi. Clémence. Nous devons parler de famille. Ce n'est pas vraiment le moment, maman. Et quand est-ce le moment? Tu ne réponds plus à nos appels. Mais tu as du temps pour tout ça, a-t-elle dit en désignant la boutique. Chaque regard dans la pièce était braqué sur nous. Tu nous as abandonnés, a crié ma mère, sa voix assez tranchante pour couper du verre. Tes propres parents.
Et tu nous as coupé les vivres sans prévenir, sans aucune considération pour tout ce qu'on a fait pour toi. Maman, s'il te plaît. As-tu une idée de ce qu'on traverse? Ton père n'a pas dormi depuis des semaines. On risque de perdre notre maison. Et toi tu es là à faire la fête comme si on n'existait pas. Mathilde a fait un pas en avant, elle a raison, Clémence. Tu as ce commerce qui marche et tu ne peux même pas aider ta propre mère? Quel genre de fille fait ça? Quel genre de fille, ai-je répété calmement. C'est une bonne question. Laisse-moi te montrer. J'ai sorti le dossier que j'avais préparé. Vous êtes venu ici pour demander de l'argent, ai-je dit en posant le dossier sur le comptoir. Vous êtes venu devant tous ces gens en espérant me faire honte pour que je signe un chèque. Alors faisons ça correctement. Parlons de ce à quoi cette famille a vraiment ressemblé ces 8 dernières années. J'ai ouvert le dossier. Ce sont des relevés bancaires. 8 ans de virement de mon compte vers le vôtre. Tu veux savoir le total, maman? 247 500 €. Le chiffre a flotté dans l'air. Le visage de ma mère est devenu livide. Chaque mois, j'ai envoyé 2500 €. Parfois plus pour les urgences. Le mariage de Mathilde, 10 000 € de mes économies. La chirurgie de papa, 8 000 €, dont j'ai appris plus tard qu'ils avaient servi à un voyage de golf. J'ai pointé une page. Et voici le 15 juin, le jour de mon mariage. Vous remarquez quelque chose? Aucun virement de votre part, aucun cadeau, aucune carte. Vous n'êtes même pas venu parce que vous étiez à l'anniversaire de Mathilde, une fête qui n'était même pas le jour de son anniversaire. Une cliente a étouffé un cri de surprise. 247 500 € et je n'ai pas pu acheter votre présence pour un seul après-midi. Alors non, maman. Je n'abandonne pas la famille. La famille m'a abandonné il y a longtemps. J'ai juste fini par m'en rendre compte. Mathilde a bafouillé, c'est. Tu ramènes tout à l'argent alors que c'est une question d'amour. Ah bon? Alors dis-moi, Mathilde, quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour parler? Pas pour demander quelque chose? Juste pour savoir comment j'allais? J'attends. Silence. J'ai posé ma main sur mon ventre. Je suis enceinte. Et mon enfant n'aura jamais à se demander si sa grand-mère l'aime, parce qu'il en aura une qui l'aime vraiment. J'ai regardé Hélène qui pleurait. Clémence, tu ne peux pas faire ça, a craqué ma mère, non pas de tristesse, mais par humiliation d'être ainsi exposée. Les gens regardent. Tu nous fais honte. Non, maman. Vous vous êtes fait honte le jour où vous avez choisi une fête d'anniversaire plutôt que le mariage de votre fille. Je ne fais que lever le voile. J'ai rangé les papiers. Voici ce qui va se passer. Vous allez quitter ma pâtisserie. Vous allez arrêter d'appeler, d'envoyer des messages, et je vais continuer ma vie avec mon mari, mes beaux-parents et mon bébé. Une cliente régulière, une ancienne institutrice, s'est levée. Je viens ici chaque samedi depuis 1 an, a-t-elle dit à ma mère. Clémence connaît le nom de mon mari, demande des nouvelles de son traitement. Cette femme vous a donné 250 000 € et vous n'êtes pas venu à son mariage? Vous devriez avoir honte. Ma mère a attrapé le bras de mon père et l'a traîné vers la porte. Viens, Gérard. On n'a pas besoin d'être humilié par des inconnus. La porte s'est refermée. Et comme ça, 32 ans à essayer de gagner l'amour de ma famille ont pris fin. Dans les mois qui ont suivi, j'ai regardé de loin les conséquences. Mes parents ont vendu la maison et ont emménagé dans un petit appartement en location. Mathilde est retournée vivre chez eux après son divorce. Tante Suzanne m'a dit que ma mère avait essayé de me réécrire, une lettre pleine de reproches déguisés en excuses. Je n'ai pas répondu. En mai suivant, ma fille, Lise, est née. En la tenant dans mes bras, j'ai compris ce que l'amour signifiait vraiment, cette présence pure, ce don de soi sans rien attendre en retour. Mon père m'a envoyé une lettre, 1 an plus tard, en secret de ma mère. Il avouait sa lâcheté, disait qu'il aurait dû venir à mon mariage, qu'il était fier de moi. J'ai gardé la lettre dans un tiroir. Peut-être qu'un jour je lui répondrai. Peut-être pas. Aujourd'hui,
Quand le soleil se lève sur Lyon et que j'ouvre les portes de l'aube sucrée, je ne me sens plus comme un distributeur de billets. Je me sens comme une femme qui a construit son propre foyer, brique par brique, avec ceux qui ont choisi de rester. Cette histoire nous rappelle cruellement que le sang ne définit pas toujours la famille. Parfois, ceux qui nous ont mis au monde sont ceux qui nous voient le moins. L'abus financier au sein d'une famille est une réalité souvent taboue, cachée derrière le masque du devoir filial. Clémence a dû traverser des années de sacrifice pour réaliser que son amour ne serait jamais assez pour combler le vide émotionnel de ses parents. En choisissant de poser des limites, elle ne s'est pas vengée, elle s'est simplement sauvée. La véritable famille est celle qui se tient à vos côtés lors des moments les plus importants de votre vie, sans rien demander en retour. C'est un rappel puissant pour nous tous, ne laissez personne, même vos propres parents, vous faire croire que votre valeur est indexée sur votre compte en banque. Votre paix intérieure vaut bien plus que n'importe quelle somme d'argent. Et vous, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un proche pour protéger votre santé mentale et votre propre bonheur ? Pensez-vous que Clémence a eu raison de réagir de cette manière publiquement dans sa pâtisserie ? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires, cela pourra aider d'autres personnes dans la même situation.